Salut, messieurs, mesdames, personnes non binaires, avec mes petits lapins crétins. Oui, 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 oui. On tente une petite expérience, en fait, parce que d'habitude, c'est moi qui fais la cuisine pour nous quatre, hein, avant notre partie de jeu de rôle. Et puis, je me suis dit, et tiens, si on tentait, eh bien, de la cuisine partagée. Donc, j'ai commencé, j'ai fait un fond de plat, en fait. Et puis donc, chaque lapin crétin, en toute liberté, en toute agentivité, a pu rajouter un ingrédient, voilà, voilà. Et c'est eux qui ont terminé la cuisson, hein, tranquillement. Et puis, ouais, ils sont très contents. Et je pense qu'ils sont vraiment fiers d'eux. Oui, c'est l'heure de goûter. Alors, qu'est-ce que vous nous avez préparé? Oh, oh, ça, c'est un drôle d'aspect, mais c'est sûrement très bon. Qu'est-ce que vous avez mis dedans? Et puis, ouais. Ouh. Salut, messieurs et mesdames, personnes non binaires. Voilà, on est toujours sur le sujet de vidéo, donc sur la narration partagée. Et ça y est, on rentre enfin dans le cœur du sujet, parce que jusqu'à présent, j'ai un petit peu abordé par la bande. Voilà, on va vraiment totalement parler de narration partagée. Et plus exactement, on va parler de l'effet Glooby-Boulga ou comment l'éviter. Donc l'effet le Glooby-Boulga, c'est quoi? Si comme moi tu es vieux ou vieille, tu te rappelles peut-être du Glooby-Boulga qui était la recette de gâteau préférée de Casimir dans l'émission L'île aux enfants. Et le Glooby-Boulga, en fait, c'est un mélange de choses qu'on ne devrait pas mélanger entre elles. Il y a que Casimir qui peut aimer cette horreur. Donc j'ai retrouvé pour toi la recette. Il y a tu peux mettre de la confiture de fraises, du chocolat râpé, de la banane écrasée. Bon, jusqu'à présent, ça va. Déjà, bon, ça va être un peu splosh, mais ça va. Mais on va relever un peu ça, hein. Pour relever, on va mettre de la moutarde très forte. Bon, et de la saucisse tiède. Alors, tu peux tenter la version vegan, mais je pense que ce sera pas meilleur, en fait. Voilà, puis tu peux rajouter ce que tu veux, en fait, des anchois, ou des anchois vegan, je sais pas si ça existe. Voilà, de la chantilly, des marshmallows, vegan, bien sûr, les marshmallows. Enfin, bon, une catastrophe. Et donc, je vais utiliser ça comme métaphore pour illustrer ce qu'on peut obtenir, des fois, dans une partie de jeu de rôle en narration partagée. Ouais, parce qu'en fait, la narration partagée, c'est cool. Enfin, je veux dire, c'est cool, j'adore ça, j'en fais beaucoup. Il y en a beaucoup dans les jeux que j'écris aussi, y compris des jeux sans MJ. Mais il faut aussi admettre que ça peut manquer de direction artistique, en fait. Et on peut se retrouver, en fait, à empiler les idées sans grand souci de cohérence ou de modération. Et cet effet, ce que j'appelle l'effet Glooby-Boulga, on peut aussi l'appeler le gonzo, ou la surenchère, ou encore les fraises à la mayonnaise, quoi, en gros, hein. Quand, en fait, on va empiler des éléments narratifs sans contrôle, sans interdiction, et que du coup, la fiction qui en résulte n'a rien de cohérent, voilà, ça devient grotesque. Donc comment on peut limiter cet effet Glooby-Boulga? Alors bien sûr, on n'est pas obligé de le limiter, c'est-à-dire que tu peux considérer que le gonzo, le Glooby-Boulga est un genre narratif en soi, qui a ses lettres de noblesse, et qu'il faut épouser dans toute sa diversité mirifique, premier point. Et deuxième point, c'est vrai que quelque part, si tu fais de la narration, si tu t'engages dans la narration partagée, que ce soit de la narration partagée avec MJ, en fait, MJ, il y a quand même un MJ, mais un grand pouvoir de narration est accordé aux joueurs, ou carrément sans MJ. Si tu t'engages là-dedans, c'est bien parce que quelque part, tu vas accorder une légitimité ou une valeur aux apports créatifs des autres, et que voilà, le but de jouer en narration partagée, c'est que ce soit pas uniquement tes idées qui soient mises en avant, c'est un peu mélanger un peu les idées des unes et des autres, quoi. Voilà, bon, mettons, même en admettant ces principes, on dit oui, je respecte l'apport de l'autre, mais des fois, en fait, on peut aussi être mécontent de ce que certains jeux en narration partagée nous laissent nous apporter, en fait. C'est-à-dire que
Des fois, la personne qui met les saucisses dans le Glibi-Boulga, c'est toi, et tu dis, mais comment je pourrais faire pour que le jeu m'autorise pas, en fait, à mettre des saucisses dans le Glibi-Boulga? Ou des anchois, enfin, ce que tu veux, quoi. Enfin, après, peut-être que pour certains, c'est juste les éléments sucrés qui posent problème. Je ne sais pas, peut-être que saucisses, mayonnaise et anchois, ça se va très bien ensemble. Voilà, je te laisse l'espace des commentaires pour me donner ta meilleure variante de recette de Glibi-Boulga. Alors, comment on peut limiter donc cet effet Glibi-Boulga? Bon bah déjà, il peut y avoir la présence d'une personne facilitaire qui fait la direction artistique. Même dans un jeu sans MJ, tu as cette personne donc qui facilite. Je te renvoie d'ailleurs à ma vidéo faciliter un jeu sans MJ, un boulot pas si facile. Et voilà, donc cette personne, peut-être qu'elle n'a pas tellement n'a pas de rôle dans les règles et tout, à part les expliquer, mais elle peut aussi, entre guillemets, voilà, s'occuper de la direction artistique et remettre en cause les propositions des unes et des autres en disant, oui, mais alors, est-ce qu'on ne rajoute pas trop d'éléments? Est-ce que vraiment tu veux que ton, je sais pas quoi, que ton chevalier ait une tête de poulpe, et ainsi de suite, quoi. On peut aussi faire un gros travail en fait de world building, donc évidemment je te renvoie à la vidéo sur le world building. Un gros travail de world building en amont en fait, histoire de limiter l'impro en roue libre, parce que souvent c'est impro en roue libre qui apporte l'effet Glibi-Boulga. Donc si on a déjà un gros setting, qu'on a pu faire d'ailleurs ensemble, hein, eh bien on sait où aller et on part pas dans n'importe quoi. Également, tu peux essayer de te reposer sur un système de jeu qui fait le taf. On va notamment penser aux émulateurs de MJ. Un émulateur de MJ, eh ben c'est un système de jeu qui va clairement booster la cohérence, puisque en fait tout ce qui est apport du canon esthétique est généralement géré par l'émulateur du MJ. Alors, petite technique aussi, voilà, indépendante des jeux, c'est la liste de Tchekhov. La liste de Tchekhov, c'est une invention de Saladin, et grosso modo, c'est parce que une chose qui procède de l'effet Glibi-Boulga, notamment, c'est pas uniquement d'apporter des éléments incohérents, c'est aussi de faire partir beaucoup d'intrigues. En fait, on fait démarrer beaucoup d'intrigues. Et donc, ces intrigues qui démarrent, ou même ces indices, ces choses qui appellent une réponse plus tard, tu vas les lister donc dans ta liste de Tchekhov, donc référence bien sûr au fusil de Tchekhov. Et l'idée c'est que on va revenir régulièrement sur cette liste de Tchekhov. On dit, oh attends, on a ouvert telle intrigue, on a ouvert telle intrigue. Ben, il serait peut-être temps d'essayer de les refermer, c'est-à-dire de conclure chaque intrigue les unes après les autres. Voilà, et puis peut-être pas en rapporter de nouvelles, quoi, aussi. On peut aussi, pourquoi pas, convenir d'un signe gestuel qui permet de remarquer discrètement en cours de partie que quelqu'un part un peu en gonzo, ou que, globalement, on part en gonzo. Alors, j'en ai inventé un exprès pour toi, c'est... Voilà, comme ça, tu fais la nique, là, comme ça. Et donc, si tu fais ça en cours de partie, ça veut dire que, voilà, ça devient gonzo, on a nos Glibi-Boulga, il faut qu'on corrige. Également, alors ça c'est un petit peu corrélé à la liste de Tchekhov, mais l'idée c'est que tu aies une prise de notes efficace. Parce qu'une partie des incohérences, elles viennent que on prend pas trop de notes, on invente des bouts d'intrigue, on les prend pas en note, et du coup on va dire des choses qui sont incohérentes avec ce qui a été dit avant. Tout simplement parce qu'on a des problèmes de mémoire, qu'on n'arrive pas à tout mémoriser. Donc si tu as une prise de notes efficace, tu peux limiter ce risque d'incohérence par oubli, quoi. Et il y aura une vidéo sur la prise de notes efficace. Il y a déjà, je crois, un article quelque part dans la collection Sortir de l'auberge. Je crois que je le retrouve pour toi. Enfin, on peut aussi poser ça en contrat de table, en fait. Au début de la partie, on peut juste se mettre d'accord, dire, écoutez, on veut ensemble une fiction sobre et cohérente. Voilà, des fois, il suffit juste de le dire, et ça va bien huiler les choses, quoi. Qu'est-ce qu'il y a Non, je finirai pas. Désolé, je carte X. Désolé, ne faites pas attention à lui. Bon. Également, un point à corriger en termes d'attitude quand tu joues, en fait,
c'est de ne pas chercher à trop solliciter les systèmes. C'est presque... j'ai dit tout à l'heure qu'un émulateur de MJ te permettait de rentrer dans l'incohérence, mais tous les systèmes de jeu ne sont pas conçus pour être des émulateurs de MJ. Et enfin, même, tu vas voir que ce que je veux dire pose problème même avec un émulateur de MJ. Je vais te parler du bingo des mécaniques. Le bingo des mécaniques, en fait, c'est un terme qui a été inventé par Luvan, et ça décrit en fait une attitude de joueur qui consiste à se dire mon rôle en tant que joueur, c'est de solliciter au maximum les mécaniques du jeu. Donc dès que je peux faire un jet de dés, je vais le faire. Dès que je peux faire un move qui est sur ma feuille de perso, je vais le faire, ainsi de suite, quoi. Et j'estime que c'est la bonne façon de jouer. C'est bien sûr le bingo des mécaniques, c'est une attitude qui est surtout présente dans le cadre de playtest, mais tu peux le retrouver aussi à n'importe quelle table sur des jeux du commerce, édités, tout ça, où il n'y a plus rien à tester. Cette idée, voilà, que pour bien jouer, il faut solliciter les mécaniques. Mais le problème, c'est que souvent, les mécaniques, elles sont génératrices de fiction. Et donc, comme j'ai essayé de te l'expliquer, pour moi, une partie de l'effet Glooby-Boulga, il vient du fait qu'on accumule trop de fiction, et notamment trop de départs de feu, trop de départs d'intrigue. Je t'ai envoyé il y a un article où je parle de ça, justement, cette idée d'éviter de rajouter trop d'intrigue. Donc c'est un très bon complément, je pense, à cette vidéo. C'est valable aussi pour le jeu avec MJ, pour le coup. Donc voilà, évite le bingo des mécaniques, parce que ça se trouve, si t'as démarré une intrigue par un jet de dés, cette intrigue vaut mieux la continuer en narratif, plutôt que de redémarrer une nouvelle intrigue par un nouveau jet de dés, et ainsi de suite, quoi. Donc attention au bingo des mécaniques. Un petit peu, de façon assez corrélée à ça, évite de trop rajouter d'aides de jeu, ou en tout cas ne les utilise pas trop fréquemment. C'est-à-dire, notamment dans le cadre de jeux sans MJ, on peut trouver intelligent en fait de se rajouter plein d'aides de jeu. Je vais mettre un musée oracle, voilà, je vais mettre je sais pas quoi, enfin il y a plein de jeux de cartes d'inspiration maintenant, hein, de tables aléatoires, tout ça, voilà, de tarot et compagnie. Et donc tu peux trouver malin en fait de balancer plein comme ça des deux jeux inspirationnels, mais le problème c'est que si on veut vraiment les utiliser beaucoup, à nouveau, même problème, on crée trop de fiction, on peut également manquer de cohérence, parce que si ces aides de jeu n'ont pas été conçues pour l'univers dans lequel tu les utilises, tu peux te retrouver avec des propositions très très incohérentes également. Voilà, donc les aides de jeu, un outil à double tranchant. Et enfin, on va terminer avec quelque chose de plus au niveau du RP, c'est que il faut faire attention à solidement lier les intrigues des personnages. Parce que si on démarre une partie de jeu de rôle, par exemple sans MJ, avec 5 personnages, ils ont tous leur propre histoire et tout, et en fait ils n'ont rien à faire de l'histoire des autres, ils sont pas concernés, c'est pas leur guerre, tout ça, en fait on va passer la partie à raconter 5 histoires, quoi. Donc ça peut créer un effet kaléidoscope intéressant, mais la plupart du temps c'est plutôt un produit involontaire, et plutôt vécu comme un échec par la table. Donc à cela on va préférer des intrigues des personnages qui sont solidement liées. Ça peut se faire au début de la partie, par exemple. Il y a pas mal de systèmes qui proposent de toute façon de faire une carte relationnelle des personnages, et si ça n'existe pas, tu peux le faire sans règle. Enfin, c'est juste, c'est quoi les liens entre nos personnages, quoi. Et ces liens, ce sont des liens qu'on va essayer de faire vivre, bien sûr. Il y a un jeu, par exemple, qui propose assez nativement de faire ça, c'est Inflorenza, et ça produit ce que KF appelle l'ultra-cohérence. Cette idée que, finalement, par un effet de système, notamment dans le cas d'Inflorenza, c'est un système qui demande à ce que les personnages soient liés, leurs quêtes sont liées. C'est un système aussi qui favorise en fait la persistance du canon esthétique, dans le sens où il y a un tableau de 12 thèmes qui sont utilisés tout le temps. Donc le canon esthétique est assez omniprésent et tout. Et puis il n'y a pas non plus trop de thèmes. 12 thèmes, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Donc en fait, on va avoir des recoupements, des parallélismes. Et donc ça crée une impression que la cohérence, en fait, va se monter toute seule en cours de la partie. Je pense que c'est bien sûr assisté par tout simplement notre propension naturelle, en tant qu'humanoïde, à produire de la cohérence, à produire une fiction qui fait sens.
Mais j'aurais pas fait cette vidéo si je pensais que ça se faisait tout le temps naturellement, cette idée de produire de la cohérence. Donc évidemment, si on peut avoir des systèmes qui sont vertueux, soit des systèmes, soit des routines en dehors des systèmes, eh bien je pense que ça va t'éviter d'avoir certaines parties gonzo qui pourraient te donner une fausse impression du jeu sans MJ, en mode le jeu sans MJ, ça produit n'importe quoi comme canon esthétique, on peut pas du coup jouer dans une licence avec un jeu sans MJ ou à forte narration partagée et tout. Moi je pense que si, on peut faire tout ça, c'est juste qu'il faut adapter la formule. Eh bien, la série narration partagée n'est pas finie, il y a encore au moins de mémoire un sujet ou deux, je sais plus lesquels, donc je peux pas aller plus loin dans mon teasing. Et donc, je te dis à la prochaine, et on s'embrasse, si consentement. Ciao ciao.